Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être un peu particulière. Je suis pas fan d'en reproduire souvent, mais je vous l'ai dit plusieurs fois pendant mes précédents bilans culturels. D'habitude je vous parle dans ces vidéos-là de films, de séries et de livres. Il s'avère que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai lu énormément. Et que je voulais pas que ces bilans culturels qui sont quand même plutôt tournés autour du cinéma, qui reste ma passion première, soient trop imprégnés par mes lectures. Donc j'ai décidé de cette fois-ci de regrouper toutes mes dernières lectures dans cette vidéo. C'est exceptionnel, je suis pas certaine de reproduire ce format-là, mais voilà, comme ça au moins vous retrouverez vraiment tous mes derniers ouvrages finalement ici. Pour vous en parler, je vais procéder de façon très simple. En fait, j'ai divisé en différentes catégories les livres. À commencer par un ouvrage de romance, voilà, une romance plutôt pour les jeunes adultes, ça fait du bien de temps en temps. Et il est vrai que ça fait 30 ans que j'ai entendu parler des ouvrages d'Ali Hazelwood qui justement fait des romans mais plutôt à destination des vingtenaires, vous voyez. Pas des tout jeunes adultes de 18 ans mais plutôt pour les vingtenaires. C'est vrai que c'est très agréable de découvrir Checkmate qui cette fois-ci prend place dans le milieu des échecs. Checkmate, c'est l'histoire de Mallory qui a juré de ne plus jamais jouer aux échecs après que les échecs aient détruit sa famille en fait. Pourtant elle est très douée. Mais désormais elle a décidé de se consacrer à son travail de mécanicienne pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs. Elle accepte néanmoins à contre-cœur de participer à un dernier tournoi pour une œuvre caritative, voilà, où elle affronte le champion du monde en titre. Bad boy, prodige des échecs, vous voyez. Et vous vous en doutez, une attirance inattendue va naître entre les deux. Alors moi je me suis éclatée pendant ma lecture. C'est-à-dire qu'Ali Hazelwood, elle connaît ses lectrices, donc des vingtenaires comme moi, de jeunes femmes adultes, et donc elle distille plein de références au bubble tea, à Riverdale, à Marvel, à Timothée Chalamet. On a un ton très léger aussi, avec une héroïne qui nous raconte tout ce qui se passe dans sa tête, y compris des pensées absurdes et assez gênantes, vous voyez. Il y a un sacré sarcasme également qui jalonne le récit. Bref, moi je me suis marrée toute seule en lisant le livre, sachez-le. J'ai adoré cette héroïne, Mallory, cette jeune femme qui doute de ses compétences, qui vit dans la pauvreté, qui a sacrifié ses études pour devenir mécanicienne et qui aide financièrement sa mère, qui a ses contradictions, sa maladresse. En fait, elle est naturelle, très simplement, et ça j'adore. Elle souffre du syndrome de l'imposteur. Et c'est quelque chose qui est perceptible en interview, où elle est persuadée d'être arrivée là par erreur, vous voyez. Et des héroïnes qui, je pense que c'est aussi pour ça que cet ouvrage à Ali Hazelwood a autant de succès, c'est que ces héroïnes, elles ressemblent à ses lectrices en fait. Des héroïnes qui sont juste des femmes normales. Je trouve ça assez fabuleux. Idem, j'ai beaucoup aimé voir comment est-ce que ce garçon accapare petit à petit son esprit, dans le sens où, en soi, ils n'ont pas beaucoup d'interactions, vous voyez, au début, mais il a suffi d'un regard de ce garçon pour qu'il devienne une obsession, vous voyez. Et il n'y avait pas besoin d'une rencontre digne d'un coup de foudre, en fait, pour qu'elle se mette à penser à lui tout le temps. D'un simple crush, ça vire à l'amour, et je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà vécu ça. Et encore une fois, c'est un réalisme qui me plaît et qui me parle beaucoup. On reste dans le feel good, mais cette fois-ci on part en Italie avec une autrice que j'adore, dont je me plonge au fur et à mesure dans la bibliographie. Voilà, il m'en reste plus que deux à découvrir. Cette autrice, c'est Serena Giuliano, que j'ai eu la chance de rencontrer au Salon du Livre de Paris. J'ai pu faire dédicacer mes deux livres, et voilà, j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, c'est des romans qui sont très joyeux, avec encore une fois des héroïnes qui sont en fait très naturel, et je réalise que plus je grandis et plus je préfère justement ces romans où on suit des femmes normales, pas des héroïnes badass. Il va y en avoir à la fin de cette vidéo, on va parler des romans plus fantasy, on a des héroïnes qui sont fortes, qui sont indépendantes, etc. Mais franchement, des femmes normales qui vont pas bien, qui pleurent, qui sont émues pour pas grand chose, qui, vous allez le voir, sont juste comme toutes les lectrices en fait, qui ressemblent à n'importe qui. Bah, ça fait énormément de bien. J'en ai trois ouvrages de Serena à vous présenter, et le premier c'est Se l'appelle che ti amo, où on suit séparément deux femmes qui sont chacune en vacances avec leurs compagnons respectifs sur une île italienne dans le sud. Ces deux femmes qui ont deux visions de l'amour bien différentes. D'un côté on a Alba qui ne s'est jamais vraiment intéressée à l'amour, vous voyez, jusqu'à ce qu'elle rencontre son copain. Un copain qui est adorable, qui est bienveillant en tout point. Ils se sont mariés, ils ont une petite fille de quelques mois, mais pour Alba, le postpartum, il est difficile, parce qu'elle se trouve énorme, elle est toute transpirante avec la chaleur de l'été, elle se fait pipi dessus quand elle éternue, et pourtant son copain la regarde toujours avec admiration. Mais Alba, elle commence à être agacée, elle par son compagnon, par ses manies qui ne l'avaient jamais dérangée avant, et pour ce couple, c'est un peu le début de la chute. De l'autre côté, on a Gabrielle. Gabrielle, elle rêve du grand amour qu'elle pense avoir trouvé dans les bras de Nino. Nino, c'est un bel italien, elles se sont rencontrées alors qu'elle déjeunait sur un banc et qu'elle mangeait un fondant au chocolat, qu'elle en avait partout, qu'elle lui a souri avec les dents pleines de chocolat, vous voyez. Ça a été le coup de foudre immédiat.
Sauf que lors de ce séjour, Nino il va montrer son réel visage. Je vous le disais, on suit donc deux visions de l'amour différentes, surtout deux relations amoureuses qui se fanent, la routine qui s'installe pour l'une et puis la toxicité qui s'installe pour l'autre. Au contact de l'une et l'autre, parce que ces deux héroïnes évidemment vont se rapprocher, vont faire connaissance, voilà, leurs chemins vont se croiser, et ben elles vont s'émanciper de ces relations et prendre soin d'elles-mêmes en fait. Ce sont des femmes auxquelles j'ai mis sur mes notes relatable, vous savez, ça veut dire ces femmes auxquelles on relate beaucoup en fait, parce qu'elles sont profondément humaines, profondément naturelles, et elles ont des défauts qu'on a toutes, et ça fait tellement de bien de voir des héroïnes qui sont, je dirais pas imparfaites, mais qui sont normales, tout simplement. Ça touche aussi à une question qui est peu abordée dans la romance, c'est combien une femme peut se sentir belle à travers le regard d'un autre, à travers le regard d'un homme en l'occurrence, un homme qui va la désirer, qui va la chérir, suffisant en tout cas pour donner un coup de boost, vous voyez, un coup de boost de confiance et la faire rayonner à nouveau. C'est pas mon préféré de Serena, sans doute parce que bon, je suis pas particulièrement concernée par le sujet de la crise de couple de la quarantaine. C'est vrai que j'ai quand même été un peu plus séduite par... j'ai beaucoup aimé évidemment, hein, mais je dirais que celui qui a le plus résonné en moi parmi mes 3 lectures, c'est Un coup de soleil. Je vais vous le résumer au dos, ce sera plus simple. Donc à Salerno, pour Éléonore, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Entre ses ménages et ses jumeaux ados, elle n'a pas le temps de goûter à la Dolce Vita. Surtout, la jeune femme n'arrive pas à oublier Marco dont elle vient de se séparer. Pendant qu'elle récure chez les autres, au moins son esprit est occupé. Mais en pénétrant dans l'intimité de ses clients, Éléonore va s'apercevoir que les apparences sont trompeuses et un hasard pourrait bien chambouler sa routine et rebattre toutes les cartes. Bon, évidemment, vous serez pas surpris si je vous dis que j'ai adoré l'héroïne, Éléonore évidemment, qui elle, sa petite manie, c'est de stalker constamment son ex sur les réseaux sociaux. Ce que j'adore dans le roman de Serena, et c'est vrai que j'ai pu parler de ça avec elle lorsque j'ai été la voir au salon du livre, c'est qu'elle inclut de légères références, vous voyez, à ses précédents livres. Par exemple, dans ce livre, notre héroïne s'inscrit sur une appli de rencontre et en fait elle va matcher avec un certain Giovanni. Et oui, ce fameux Giovanni, c'est ce fameux homme qui va voilà redonner à Alba comment dire, sa confiance, voilà, qui va redonner à Alba le sentiment d'être belle après sa grossesse dans le roman dont je viens tout juste de vous parler. Donc voilà, le Giovanni d'ici, on le retrouve juste là, et je trouve ça assez fou. C'est un personnage qui est mineur ici bien sûr, qui intervient plutôt à la fin du récit, mais en fait c'était très fun et ces petites références qui sont insignifiantes quand on connaît pas ses livres, mais quand on les a lus c'est assez rigolo de trouver des personnages d'un roman à l'autre. Ce sont toutes ces petites connexions que j'avais pu voir jusqu'à présent, mais qui vraiment se sont toutes croisées en fait dans Un coup de soleil. Et enfin le dernier roman dont je vous parlais, c'est Luna. C'est l'histoire donc de Luna qui a grandi à Naples toute sa vie. Naples, c'est une ville où elle a grandi dans la pauvreté finalement. Elle a un peu renié tout ça pour sa nouvelle vie à Milan qui est beaucoup plus branchée, beaucoup plus tendance. Voilà, il y a ses amis, ses amours, elle vit vraiment là-bas désormais. Sauf qu'elle n'a pas le choix que de revenir à Naples parce que son père est gravement malade. Dans cet endroit qu'elle méprise en fait tellement. Mais finalement, est-ce que ce retour aux sources ne serait pas aussi synonyme d'apaisement pour elle ? Alors Naples évidemment, moi j'y ai été, c'est mon dernier grand voyage solo, donc j'ai adoré lire parce que je l'ai vraiment reconnu les lieux où j'étais, je veux dire l'agitation de la ville, les gens qui parlent fort, la nourriture qui est trop grasse. C'est une ville qui est unique, mais qui est pas du tout du goût de l'héroïne. Idem pour les lieux que j'ai évidemment reconnus, notamment le cloître Santa Chiara où elle va pour se ressourcer. C'est en effet un lieu qui est très apaisant, où moi-même j'ai passé une après-midi entière à bouquiner. Donc voilà, c'était assez fun là-dessus, à titre personnel, de retrouver tous ces lieux. Luna, elle considère Naples un peu comme les Ploucs, vous voyez. Pour elle, c'est un retour chez les Ploucs, clairement, et elle a tout fait pour s'en émanciper. Et maintenant qu'elle est de retour là-bas, elle voit que les défauts. Par exemple, le rouge à lèvres de sa cousine qui est de mauvais goût parce qu'il est trop éclatant. Elle ne se reconnaît plus dans cet environnement où elle a grandi. Bon, vous avez compris, je pense, tout ce que j'aime dans les romans de Serena, les personnages, les destins qui s'entrecroisent, les bouquins qui se font des clins d'œil les uns aux autres, le style d'écriture, les héroïnes. Ici, il y a quand même un point que j'ai envie d'évoquer, parce qui m'a particulièrement marqué là, c'est le récit à rebours en fait. C'est que les héroïnes, elles ont toujours un secret. Que ça soit un homme avec qui elles ont une relation trouble, une personne de leur passé qui les a traumatisées, et donc on le découvre un peu à travers le récit, vous voyez. Je dis à rebours pour cet aspect, mais en fait surtout parce que dans ce chapitre-là, dans ce livre, pardon, on a de courts chapitres, vous voyez, qui entrecoupent le récit. Et en fait, souvent dans ces récits, on a de courts chapitres qui viennent entrecouper l'intrigue principale. Au départ, on comprend pas trop de quoi il s'agit, et puis plus on avance dans l'histoire, puis on réalise que tiens, ok, peut-être que finalement, on parle de ce personnage-là, ou bien ça se passe après tel événement. Donc voilà,
ça nous préfigure un peu ce qui va se passer à l'issue du récit. Dans Luna en l'occurrence, c'est un journal intime qui permet de dessiner le passé de l'héroïne, vous voyez. D'un coup de soleil, c'était le voyage à Venise de l'héroïne. Et en fait, à chaque fois, c'est volontairement flou. Moi, j'avais même presque tendance à sauter ces passages parce que ça n'a pas grand intérêt avec le récit actuel, jusqu'à ce que l'autrice intègre des éléments en lien avec l'action en cours, et ça prend toujours un sens au fil des pages, ce qui rend ces lectures aussi assez addictives, parce qu'on comprend tous les éléments en fait s'imbriquent au fur et à mesure de la lecture. Ok, alors là on passe à un tout autre registre, on va plutôt s'attaquer à la réécriture des mythes. Ça c'est ma nouvelle passion, c'est lire des romans qui réécrivent les grands moments de l'histoire pour les mettre à la sauce féministe. C'est ma nouvelle découverte, hein. C'est un peu mes lectures du moment. J'ai découvert ça avec les romans de Madeline Miller, qui a réécrit notamment le mythe de Galatée, le mythe de Circé, le mythe de le mythe d'Achille plutôt et de Patrocle, donc la guerre de Troie au prisme queer. Là, je vais vous parler d'un roman qui met la romance entre Cléopâtre et Jules César à l'honneur. C'est la deuxième vidéo que je tourne d'affilée, je suis un peu fatiguée. C'est Cléopâtre and Julius en l'occurrence, que j'ai lu donc en anglais, où on suit Cléopâtre sur plusieurs années, de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte, tout au long finalement de sa relation avec Jules César. Voilà, moi je trouve qu'on vit une époque absolument formidable parce que c'est une époque où on a tout un tas de réécriture des mythes, que ce soit la guerre de Troie, la mythologie et des histoires antiques de façon générale. Je trouve ça formidable parce que, outre évidemment le fait de les remettre au goût du jour, dans le sens où ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur, on met en avant des aspects queer, des choses qui ont été très décriées pendant longtemps et qui étaient un peu passées comme ça, glissées sous le tapis. Là, elles sont mises à l'honneur et en fait c'est formidable parce que ce sont des récits qui sont pas toujours accessibles, qui peuvent faire peur, en fait, que les gens connaissent pas forcément. Et je trouve que c'est une façon d'entrer dans ces grandes histoires, dans ces grands moments, soit d'histoire, soit dans ces grandes époques, soit auprès de ces grandes figures, par une porte différente. Ici donc on découvre l'ascension de Cléopâtre au prisme de sa romance avec Jules César. C'est une femme d'exception, qui est brillante, qui parle près d'une quinzaine de langues, rien que ça, qui est fidèle à ses idées, qui tient à être plus qu'une simple femme, vous voyez, qui veut être une superbe reine, qui ne veut pas que le peuple la serve, mais qu'elle serve le peuple, vous voyez. Et en fait c'est intéressant parce que ces éléments que j'ai cités, là, cette volonté d'être une souveraine au service de son peuple, c'est pas quelque chose qui est spontané au début. Au début on la suit vraiment qu'elle est toute jeune, que elle est en exil en fait, et elle peine à comprendre qu'on la traite comme une personne standard alors que vous voyez c'est une future reine. Donc voilà, il y a tout un cheminement psychologique qu'on suit de cette héroïne qui finalement est très sûre d'elle, très petite princesse, jusqu'à la femme affirmée qu'on connaît tous et toutes. Faut aussi souligner l'important travail de documentation. Je cherche. Tout à la fin en fait on a tout un dossier où l'autrice revient vraiment sur ses inspirations, sur les éléments de documentation, parce qu'il faut dire que d'un point de vue historique ou géographique c'est impressionnant, tous les éléments qu'elle a incorporés. Voilà, à la fin elle présente aussi tous ces personnages un par un pour dire dans quelle mesure il y a une part de fiction dans la manière avec laquelle elle les a intégrés dans le récit. Et ouais, moi c'est exactement ce que j'adore en fait dans ce genre d'écriture, c'est le fait d'avoir des femmes fortes, même si cet empouvoirment il paraît assez anachronique forcément par rapport à l'époque, mais c'est aussi la façon d'acquérir beaucoup plus de culture générale, vous voyez, à travers ces histoires-là, dans le sens où non seulement c'est plaisant comme lecture, mais en plus de ça, on en apprend plus sur l'histoire de l'Égypte, sur le destin de Cléopâtre, sur les enjeux de la République à Rome, parce qu'il y a toute une partie de l'histoire qui se passe à Rome. Évidemment, ça reste de la fiction, alors libre à chacun d'aller plus loin en se renseignant sur l'histoire réelle, mais je trouve quand même que c'est une façon formidable de permettre aux gens de s'intéresser, vous voyez, à l'histoire égyptienne. Je vais vous parler d'une seconde réécriture que j'ai pas sous la main par contre. Il s'agit de The Silence of the Girls de Pat Barker, que j'ai lu en VO, mais qui existe en français sous le nom du Silence des Vaincus, si ça vous intéresse. Alors j'ai déjà lu un autre roman de Pat Barker qui était Les femmes de Troie. Voilà, le roman s'appelait Women of Troy, les femmes de Troie, qui se penchait sur l'après-Troie. Et certes, j'aimais beaucoup ces descriptions des scènes d'horreur, vous voyez, qui sont traversées par nos héroïnes, et de la violence de façon générale, qui sont assez rares dans ces récits où les héros ils sont vraiment glorifiés, vous voyez. Mais j'avais trouvé ça très long parce qu'il se passe pas grand-chose. À l'inverse de celui-ci, The Silence of the Girls, que j'ai vraiment adoré, quoi. Ça a été un coup de cœur, à tel point que j'avais emprunté le livre à la médiathèque et que je l'ai carrément acheté pour l'avoir avec moi, tant je l'ai aimé. C'est donc la guerre de Troie du point de vue de Briséis. Briséis, cette jeune femme dont la ville en fait a été détruite par les Grecs et qui a été remise comme trophée à Achille. Le récit s'ouvre littéralement sur la prise de sa ville, la destruction de sa ville par les Grecs, puis sa remise comme trophée donc à Achille. J'ai adoré retrouver les personnages qu'on connaît tous et toutes. Évidemment Achille, qu'on voit pas tant que ça parce que finalement lui est beaucoup sur le champ de bataille. Notre héroïne Briséis, elle est surtout avec Patrocle. Patrocle, mais je veux dire...
quel amour, enfin moi peu importe le récit dans lequel il y a Patrocle, c'est vraiment mon chouchou à chaque fois. Patrocle avec son nez cassé, ses cheveux ébouriffés, sa gentillesse infinie, il prend soin d'elle quand Achille n'est pas là, c'est vraiment l'un des personnages préférés de la mythologie grecque et je suis tellement heureuse de le voir en action, vous voyez, dans cette bienveillance qu'on lui connaît tant. Évidemment, on est aussi au plus près d'Achille, dans son lit notamment, Briséis, je veux dire littéralement dans le lit d'Achille, ce qui donne aussi avoir sa fragilité, même si à nouveau, voilà, comme c'est un personnage qui reste assez mystérieux, on le voit vraiment plutôt de loin, c'est assez rare les moments où on le suit dans sa couche. Je vous parlais de description, et sans doute ça que je préfère chez Pat Barker, c'est qu'elle excelle à dépeindre l'horreur. Souvent, vous prenez l'Iliade ou l'Odyssée, ce sont des mythes, et même leur écriture de façon générale, ce sont des histoires qui se penchent sur les exploits des Grecs, qui dépeignent rarement l'atrocité du conflit. Et là, Pat Barker, elle nous raconte tout ça. Elle nous raconte des femmes qui sont tassées dans des salles, avec des odeurs d'urine et de sang menstruel, les morts innombrables, les chiens qui dévorent les cadavres, vous voyez. Elle nous raconte aussi la vie quotidienne au sein du camp, et c'est exactement en fait ce que je recherche, vous voyez, dans ce genre de récit, qui nous plonge dans d'autres aspects du conflit, et pas juste à me raconter la guerre de Troie avec d'autres mots. Parce que... voilà, moi ma passion c'est les récits sur la guerre de Troie, j'adore en lire, donc n'hésitez pas si vous en avez à me recommander. J'adore me plonger là-dedans et c'est vrai que parfois, simplement on te raconte voilà, le conflit mais en le reformulant. Là on explore vraiment tout un autre aspect du récit, plutôt à travers les figures féminines du camp. Cette vidéo est interminable. On est seulement à la moitié. On va parler donc de personnages qui sont en crise existentielle cette fois-ci, avec un roman de David Fuenquinos, Je vais mieux, que j'ai fait dédicacer également au salon du livre. J'adore aller rencontrer mes auteurs préférés, ça me fait tellement plaisir. Ici, on suit un personnage, un homme de la classe moyenne, voilà, qui est dans la quarantaine et qui va pas bien, qui a un problème d'eau et qui comprend pas parce que il a jamais eu de problème avant, et qui s'interroge, qui teste tout un tas de médecines alternatives avant de réaliser que peut-être que finalement ce problème-là, il est dû tout simplement à un mal-être général dans sa vie. De tous les romans d'David Fuenquinos que j'ai lus, je pense que c'est vraiment son plus tourmenté à ce jour, où il coule sur papier ses propres démons, ses propres angoisses, celle d'un homme à la vie rangée, trop rangée, qui ne laisse jamais place à l'imprévu. C'est le quarantenaire blanc, masculin de base, c'est-à-dire que son amour pour sa compagne est devenu une habitude, ses enfants sont adultes, il stagne dans sa vie professionnelle et il souffre d'un mal de dos. Je vous l'ai dit, il a essayé toutes les méthodes médicales, magnétiseuses, l'ostéopathie, il n'y a rien qui fait parce que la douleur, elle est tout simplement d'ordre psychologique. Tous ces doutes, toutes ces craintes intériorisées, elles ont fini par se matérialiser physiquement. Et donc pour aller mieux, cet homme il va devoir se confronter à ses angoisses et apprendre à lâcher prise. À mes yeux, c'est non seulement le roman le plus tourmenté d'David Fuenquinos, mais peut-être aussi son plus psychanalytique de tous. Parce qu'on est vraiment sur une étude de personnage, c'est même plus que ça en fait, c'est l'étude d'un type d'homme à part entière. Un type d'homme qui existe, je veux dire. Je vous l'ai dit, c'est le quarantenaire de la classe moyenne pour qui la foule de la jeunesse semble bien trop loin. C'est donc un récit à la première personne, on suit le cheminement du protagoniste, il y a beaucoup de questionnements. Et c'est vrai que par moments ça peut être assez redondant, c'est redondant même, un peu trop à mon goût. C'est parfois même agaçant parce que nous en tant que lecteurs on sait d'où vient le problème, on l'a identifié, on le voit se dessiner au fil des pages et c'est frustrant de le voir aller dans tant de directions différentes sans mettre le doigt sur la cause ou plutôt les causes de son mal. Et non, je pense que c'est vraiment pas mon récit préféré de David Fuenquinos et je crois que ce qui m'a surtout dérangé c'est que je vous l'ai dit, le quarantenaire blanc de classe moyenne, c'est vraiment pas le genre de personnage auquel je m'identifie. Toujours dans la catégorie homme tourmenté qui ne va pas bien, on a Bristol de Jean Echenoz que je n'ai pas du tout aimé. En fait, c'est l'histoire donc de ce réalisateur nommé Bristol, cinéaste de seconde zone, de second plan, qui n'a pas vraiment de succès, qui là va réaliser l'adaptation d'un roman à succès et on va le suivre un peu à la fois dans ses galères, avant, pendant, après tournage qui va se passer notamment en Afrique et puis c'est à peu près tout en fait. Je suis désolée, là je vais accélérer la cadence parce que j'ai vraiment encore 5-6 à vous présenter et cette vidéo va être très longue autrement. On suit donc le parcours de cet homme sur plusieurs mois, plusieurs saisons à vrai dire et en fait il se passe pas grand chose et moi ça m'a vraiment embêtée parce que non seulement le personnage de Bristol tu t'y intéresses pas forcément, j'ai envie de vous dire on s'attache pas vraiment à cet homme qui est assez froid, on sait pas énormément de choses non plus de lui et c'est vrai que pour un récit qui est entièrement porté par ce personnage c'est un peu embêtant de ne pas éprouver d'affection à son égard. De façon générale c'est un récit qui se veut comique, moi j'ai pas du tout ri, c'est de l'humour pas noir, plutôt du cynisme je dirais, mais c'est vrai que moi qui pourtant aime bien le cynisme en général en littérature, j'ai pas particulièrement accroché avec celui-ci. Je vous le fais rapidement pour vous constatiez.
Il n'y a pas de dialogue non plus. En soi, c'est pas un problème puisqu'on est sur du discours indirect. Je veux dire, l'absence de dialogue, moi, m'a pas dérangée. Et au contraire, ça c'est quand même le rare point, le seul point positif que je soulignais du récit, parce que j'aime bien quand même trouver un peu positif dans mes lectures, c'est que on nous parle d'un cinéaste et le roman adopte la forme d'un film qu'on nous raconterait. En fait, Jean Echenoz, il multiplie vraiment les descriptions, un peu à la manière d'un film, presque comme s'il nous décrivait quelque chose qui se passait à l'écran, vous voyez. Il y a cette scène qui moi m'a beaucoup marqué, c'est la seule chose que je retiens du roman, cette séquence où on nous parle de deux personnages qui sont au lit, et d'un coup Jean Echenoz nous dit qu'on nous coupe l'image, qu'on ne voit plus l'image mais on n'a que les sons. Et là il nous dit ce qu'on entend. Et c'est vrai, c'est vraiment comme s'il nous décrivait ce qui va se passer sur un écran de cinéma projeté juste devant nous. Donc voilà, j'ai bien aimé que la forme suive le fond du récit, mais c'est à peu près tout ce que je sauve de Bristol. On parle maintenant des romans qui s'attaquent à des histoires de famille. J'ai La colline qui travaille de Philippe Manevy et Le secret des mers de Sophie Debert. Le secret des mers, on y suit Colette. Colette, elle est de retour dans son Morvan natal dans les années 2000/2010. Elle a toujours vécu dans un certain mutisme parce que sa famille garde des secrets. Sa famille cache plusieurs secrets, dont un secret très important relatif à la disparition de sa sœur. En fait, il y a des années, sa sœur a disparu, la sœur de Colette, et elle a l'impression d'être la seule à ne pas savoir ce qui s'est passé, quoi, à ne pas comprendre parce qu'elle était trop jeune et parce qu'on ne lui a rien dit en fait. La structure m'a quelque peu déroutée, la structure du récit, ce qui fait que pendant les 100 premières pages, j'ai eu un peu de mal à accrocher. En fait, donc on nous raconte le point de vue de Colette qui revient chez elle, qui n'est pas le plus intéressant en soi, c'est assez amusant d'ailleurs, et en parallèle, on parle de Marthe. Marthe, elle a vie, alors on la suit sur plusieurs, une ou deux décennies je dirais, donc de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à, je dirais, les années 60. On suit vraiment son destin et au début on comprend pas qui est Marthe, pourquoi est-ce que son destin finalement est évoqué dans le roman. Puis petit à petit, au bout de 150 pages, là enfin la jonction est faite entre ces deux points de vue et on se dit enfin où est-ce que l'autrice veut nous emmener. Et c'est vrai que là-dessus c'est très intelligent. En fait, on nous perd pour mieux nous récupérer au fur et à mesure, les pièces s'imbriquent et on comprend où est-ce que le récit veut aller. Moi ce que j'ai surtout aimé c'est la description de la France rurale, alors pas tant la description d'aujourd'hui à travers Colette, mais plutôt la description de Marthe dans l'ancien temps. Vraiment cette France rurale où tout le monde est scruté, vous voyez, où les mœurs sont extrêmement importantes, il faut faire attention à qui est-ce que tu fréquentes, et où finalement les femmes sont déconsidérées, hein, clairement, encore plus les femmes enceintes, parce que pour le coup c'est évoqué dans le dos, il y a notamment question des filles mères, tout un pan du récit évoque les filles mères, donc ces femmes qui, parce qu'elles sont enceintes d'un homme qui ne veut plus d'elles, ou voilà, qu'elles sont tombées enceintes sans le vouloir, et bien sont envoyées pour accoucher dans des maisons pour jeunes filles, dans des maisons maternelles en fait, et donc voilà, on suit un peu l'organisation là-bas, comment ça se passe, et le traitement qui est réservé à ces femmes qui sont vues vraiment comme des traînées par à la fois le personnel sur place, mais aussi par la population générale. Il y a aussi tout un pan du récit qui se passe pendant la guerre. Bref, à mes yeux, Le secret des mers, c'est non seulement un récit assez passionnant sur la famille, en fait, sur les secrets qui sont gardés de génération en génération et qui créent du traumatisme, en fait, c'est non-dit qui vraiment crée un mal-être familial, mais c'est aussi l'occasion de nous raconter en fait la France d'une autre époque, et c'est peut-être ce qui est le plus pertinent dans le récit. France d'une autre époque, il en est aussi question. Elle a 2 livres en 5 minutes, je m'améliore. France d'une autre époque, il y en a aussi question donc dans La colline qui travaille de Philippe Manevy qui raconte sa vie. Je sais que des gens ça n'aurait pas plu parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop prétentieux. En fait c'est Philippe Manevy qui raconte sa famille sur plusieurs générations, sa famille ouvrière en l'occurrence qui vivait au quartier de la Croix-Rousse à Lyon. C'est l'histoire d'une ville, forcément il nous décrit vraiment le Lyon de l'époque, juste après la guerre en fait, où il y a un peu pendant la guerre, la seconde guerre, mais surtout l'après en fait, donc à la fois le rationnement qui était très compliqué notamment dans les quartiers pauvres, mais la difficulté évidemment de procurer de la nourriture alors que les troupes allemandes ne sont pas très loin, et puis surtout l'après finalement, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis, la manière à laquelle la guerre a vraiment été mise sous le tapis, a été oubliée en quelque sorte, les gens ont essayé de passer à autre chose, les 30 glorieuses aussi, voilà, c'est vraiment suivre ces familles sur plusieurs époques à travers différents personnages. Ce que j'aime beaucoup c'est les tailles de l'arbre généalogique au début qui... Attendez, j'essaie de le retrouver. J'y suis presque, voilà. L'arbre généalogique qui est là, qui en soi effectivement est très grand, mais en fait on nous met en gras les personnages qui sont centraux dans le récit, ce qui permet de s'y référer quand même assez régulièrement. On ne s'y perd pas, il y a beaucoup de personnages évidemment, mais ils sont suffisamment bien caractérisés, je veux dire ces personnages qui ont réellement existé, donc voilà, et qui chacun finalement raconte une époque, voilà, raconte un problème de société, qui incarne un pan d'une société assez troublée en quelque sorte.
La seule chose qui m'embête dans le récit, c'est vrai que, et je comprends mieux le côté un peu prétentieux que les gens pouvaient approcher au récit, c'est que Phil Manevi se met beaucoup en avant et que, à trop vouloir parler de sa famille, il en vient parfois des anecdotes personnelles qui sont pas forcément très intéressantes. Il y a tout un passage sur une histoire de montre qu'il a perdue, etc. et le temps qui passe. Et bon, nous on est forcément là pour ça. C'est vrai que moi, ce qui m'a le plus plu, et tout comme dans le Secret des mers, c'est la reconstitution historique en fait. C'est nous raconter une autre époque, la vie à Lyon pendant les 30 Glorieuses. En soi, les problèmes de monde de Phil Manevi, c'est forcément ce qui m'intéresse le plus. Allez, on en voit le bout, il me reste 2 sagas fantastiques à vous présenter, 2 sagas de romantaisie, donc ce sont des romans fantastiques, des romans de fantaisie en l'occurrence, qui prennent vraiment place dans un univers entièrement fictif, vous voyez, avec évidemment une romance entre notre héroïne et le love interest, l'intérêt amoureux. Donc la première saga, c'est Le Prince Cruel, qui est vraiment l'une des sagas les plus populaires des réseaux sociaux, de BookTok, BookTube aussi, voilà, vraiment parmi les jeunes adultes, vous aurez forcément entendu parler du Prince Cruel d'Holly Black. En fait, on y suit Jude Duarte, qui vit dans le monde des fae, des fées. Moi je vais dire les fae parce que j'ai un peu de mal à le prononcer autrement, qui sont des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Et donc Jude, elle vit dans cet univers à Terra Fae où elle est la seule humaine. Voilà, elle a été kidnappée dans cet univers quand elle était plus jeune, née là-bas, donc où elle a vraiment grandi chez les Fae, mais évidemment en tant que seule humaine, elle est harcelée, elle est détestée par les autres, et surtout elle n'a pas du tout les mêmes avantages que... par exemple, elle n'a pas de magie, elle n'a pas cette immortalité, elle n'a pas cette beauté que les Fae ont. Et surtout, elle souffre pas mal parce qu'en fait, elle est face à un ennemi de choix, le prince Cardan, qui est héritier de la couronne. C'est un élève qui est dans sa classe en fait, un prince aux cheveux noirs, bouclés, la peau très pâle, magnifique vous voyez, mais qui la déteste. Ou n'est-ce pas plutôt une manière de cacher ses sentiments à lui. Toujours est-il que pour survivre cette terre remplie de magie, Jude doit affronter Cardan. Bon, moi je suis plutôt habituée aux sagas de romantaisie pour adultes, donc des sagas qui prennent un peu plus de leur temps, qui sont aussi beaucoup plus sensuelles forcément parce que vraiment destinées aux plus grands, et c'est vrai que le Prince Cruel, tu sens que c'est destiné aux plus jeunes, dans le sens où tout va très vite pour vraiment maintenir l'intérêt des lecteurs. L'intrigue est assez précipitée, tout comme les sentiments en fait, c'est-à-dire que les sentiments, on est vraiment sur un enemies to lovers, vous voyez, des personnages qui se détestent et qui vont tomber amoureux, et moi ça m'embête parce que dès le début on te présente vraiment ces deux personnages comme deux personnages qui se détestent, mais de façon presque viscérale, vous voyez, ils se haïssent, vraiment, ils se haïssent. Et le roman en plus, et du point de vue de Jude, qui est une héroïne têtue, qui est bornée et tellement bloquée dans sa haine de Cardan qu'il lui est impossible d'admettre ce qu'elle ressent, et donc elle est dans un tel déni que, en fait, dans la narration, elle est assez discrète sur ses sentiments, et on a du mal à réaliser qu'elle éprouve vraiment quelque chose pour lui jusqu'au jour où elle se dit « Oh tiens, finalement, je crois qu'il me plaît, quoi ». Et idem pour Cardan, où ses sentiments tombent un peu comme ça, d'un coup, sans qu'on s'y attende. Alors, on va dire que c'est supposé, je sais pas si elle a voulu faire que ça comme un plot twist ou si elle pensait pouvoir distiller ça de façon assez fluide, mais ça rejoint un peu le reste de l'intrigue, c'est-à-dire que le moment où la romance débute réellement, c'est assez précipité mine de rien. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je préfère le tome 2 de cette trilogie, dans le sens où dans le tome 2 on voit vraiment Jude qui lutte contre ses sentiments dont elle s'est enfin rendu compte. Enfin elle admet qu'elle éprouve quelque chose pour lui, même si de là ils sont trop de fierté pour se confier ce qu'ils ressentent. Faut quand même dire qu'on a là deux sacrés protagonistes, les plus cultes je pense, parmi en tout cas les plus cultes de la littérature fantastique young adulte. Nos deux personnages qui sont tellement populaires, moi presque tous les jours je vois passer des fanarts de Jude et Cardan parce que les gens les aiment et je veux dire, je les aime bien aussi. D'un côté t'as Jude qui se rêve chevalier, qui veut se battre et apprendre les usages des combattants, qui s'empoisonne à petit feu parce qu'elle veut développer une résistance au poison. Et elle est humaine, donc par conséquent elle est sensible au sortilège, ce qui lui confère une fragilité intéressante au vu de ses excellentes talentueuses. De l'autre évidemment on a Cardan qui lui il a ses tenues extravagantes noires, son trait de col, sa petite couronne dorée, son espèce, les failles qui est incapable de mentir. Donc ça génère des scènes hilarantes où il doit inventer des phrases un peu tordues pour pas dire ce qu'il ressent. Là-dessus ça fonctionne bien. La dynamique entre les deux fonctionne, mais en fait je crois... J'ai pas envie de vous dire je trouvais pour ces conneries, ça serait horrible, ça serait très méchant et très méprisant, parce que c'est faux, j'ai passé un agréable moment devant cette saga, mais je me sentis un peu vieille quand même. Un peu vieille pour ces personnages qui ont 17-18 ans, un peu vieille pour ces intrigues qui sont précipitées, qui sont pas forcément très bien développées, et je pense que c'est tout simplement pas une saga qui est faite pour mon âge, à l'inverse de... Et celle-ci j'attendais de vous en parler, j'avais tellement hâte d'être à jour pour... J'ai une page entière de notes,
on va s'attaquer à pas. Évidemment, ma grande obsession de cet hiver, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Alors, c'est une saga en 7 tomes, attention, chacun de 700-800 pages, je dirais, c'est très généreux quand même. Donc il y en a 5 qui sont publiés à ce jour, en France ils sont sortis chez De Saxus pour le grand format et le livre de poche pour le format poche, tout simplement. Je l'admets, j'ai été faible. J'ai été faible parce que dans le bilan culturel de septembre 2024, pour ceux qui sont un peu assidus sur la chaîne, j'ai évoqué mon coup de cœur pour ce premier tome. Alors pour rappel, on y suit donc Poppy, qui est une jeune femme nommée la pucelle parce qu'elle est l'héritière du royaume, elle est surprotégée, elle a un nouveau garde qui s'appelle Hawk, et Mamia, il est grand, il a les cheveux qui retombent sur le front après le combat, qui ondulent dans sa nuque, il y a une chaussette quand il sourit, il a des yeux dorés, bref. Poppy va s'émanciper au fur et à mesure du récit, et peu à peu elle va goûter au plaisir de la vie, et de la liberté, et de la chair, évidemment. Et moi j'avais beaucoup aimé. Je veux dire, ce premier tome était vraiment un coup de cœur. J'avais adoré l'alchimie entre ces deux personnages, la tension romantique et sexuelle évidemment qui grimpait au fil des pages. Sauf qu'à l'issue du premier tome, et c'est là que je m'étais arrêtée, on avait une révélation sur l'identité de Hawk qui n'était pas qu'un simple garde comme on nous l'avait présenté initialement, mais en réalité c'était le prince, c'est le prince Castil d'Anir, Castil donc seigneur des ténèbres, craint par tout le royaume, qu'on nous tease depuis vraiment littéralement dans les premières pages, on nous parle de ce grand méchant, et en fait le grand méchant il rôdait tout au long du récit sans qu'on s'en rende compte au plus près de notre héroïne. Littéralement je veux dire, il est sa première fois quoi. Et donc à la fin du récit, du premier tome, il kidnappait Poppy. Forcément moi j'avais été déçue d'apprendre que ce garde qu'on avait adoré, dont j'étais tombée amoureuse qu'après toutes les lectrices, était finalement méchant. C'était décevant, c'était un peu comme une trahison, c'est-à-dire que je me sentais vraiment autant trahie que l'héroïne quoi. Et je dis que j'étais faible, dans le sens où je m'étais promise de ne pas lire la suite parce que j'étais trop déçue, que ce personnage qu'on aimait tant, en fait il n'était pas ce qu'il semblait. Et la vérité c'est que j'ai été tellement faible parce que Poppy et Cass il me manquaient trop quoi. Alors j'ai lu les 5 tomes disponibles à ce jour en sachant que l'avant-dernier sortira aux États-Unis, enfin sortira en anglais quoi, au mois de septembre. Et puis après normalement on aura un 7e et dernier tome qui ne sera pas du point de vue Poppy et de Cass comme les tomes précédents. Donc ça fait quand même une sacrée saga, je l'admets. Et faut dire quand même que, bon bah évidemment premier coup de cœur elle est à Castil, mais j'ai aussi énormément d'amour pour Poppy, qui est une héroïne rare. C'est pas la grande brune élancée, comme June par exemple. Voilà, c'est pas la grande brune parfaite, vous voyez. Non, Poppy, elle est rousse. Elle a des cheveux qui n'en font qu'à leur tête. Elle aime manger. Elle a des rondeurs. Elle a surtout une cicatrice qui barre son sourcil. C'est un cadeau laissé par une attaque de créature quand elle était enfant. Et en fait, au-delà d'une romance spicy, c'est aussi une histoire d'acceptation de soi. C'est une héroïne qui apprend à s'aimer. Moi j'ai adoré le mélange, hein. Je veux dire, c'est assez fabuleux, on est dans un univers lointain, dangereux, peuplé de créatures envahies et sauvages, avec des combats mortels sur fond de romance style haine à l'amour. Finalement Castil n'est pas toxique comme le laissait présager la fin du premier tome, bien au contraire. En fait c'est un homme qui aime son peuple, c'est un homme qui est prêt à tout pour le protéger, y compris à se salir les mains, surtout quand il s'agit de Poppy en fait. Encore plus étonnant, c'est un personnage qui va dévoiler sa vulnérabilité au fur et à mesure, parce qu'il est persuadé d'être un monstre, de ne pas mériter Poppy. D'ailleurs, à partir du 4e tome, on a des chapitres de son point de vue et on découvre l'étendue de sentiments, et il s'adoucit clairement hein, au fil des pages. Après qu'on se le dise, il est temps que ça se termine. Vraiment. Parce qu'on est sur une romance, une relation qui tourne en rond, y compris au niveau des interactions. Typiquement, on a Poppy qui se bat, et Cass qui rappelle que ça l'excite. C'est redondant. Idem pour l'aspect vampire, parce que oui, Cass est un vampire, l'autrice réécrit un peu le mythe des vampires à sa sauce, et donc se faire mordre est presque un acte sexuel en soi, vous voyez, avec la proximité que ça implique, le fait de goûter l'autre, etc. Mais bon, quand t'as compris que Poppy elle aimait ça, t'as pas besoin de te le répéter tous les 3-4 chapitres, quoi. Et bon, n'empêche que moi du coup c'est quand même pas mal comme idiote en lisant, parce que Cass il a ce don de désamorcer toutes les situations par une taquinerie, et que bon, malgré ça, moi j'adore leur dynamique, je me lasse pas de les voir interagir l'un avec l'autre. Après, ce qui m'a le plus agacé, et c'était moins présent dans le tome 1, parce que forcément il se tournait autour, c'était un peu la découverte, mais dans les tomes suivants, le nombre incalculable de scènes de sexe, quoi. Il y en a beaucoup trop, à mon goût. Ils le font dès qu'ils le peuvent, et ils sont très démonstratifs en plus dans des moments très inappropriés. Typiquement, il y a une scène, mais c'est lunaire, ils sont dans un conseil de guerre. Donc t'as Cass qui élabore la stratégie, et t'as Poppy qui est sur ses genoux, et Cass qui s'amuse à lui pincer la hanche.
Voilà, pour vous donner une idée et pour tout vous dire, j'ai fini par lire en diagonale les scènes de sexe parce que moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je veux les voir évoluer l'un auprès de l'autre. Je veux pas forcément les voir tout le temps au lit ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Faut vous dire qu'ils se gênent pas. Bon, vous l'avez compris, moi ça reste comme une saga pour laquelle j'éprouve un grand attachement, surtout pour ces personnages en fait, mais c'est aussi une saga qui aurait clairement gagné de raccourci sur 3 ou 4 tomes. En fait ça m'embête parce que quand je vois à quel point j'ai mes premiers tomes, je me dis que j'aurais adoré que Jennifer Armentrout chose soit constante, vous voyez, et pas qu'elle se perde dans un récit rallongé en fait sur 7 tomes sous prétexte de vouloir faire voilà, une longue saga. Pour autant, j'attends quand même la suite avec impatience et je sais aussi que ça va être un sacré vide quand je perdrai Cass et Poppy. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'avais beaucoup trop de livres à vous présenter et clairement j'essaie d'être un peu plus constante. Peut-être vous en présenter 3 à 4 dans les prochains bilans culturels pour éviter de faire des vidéos aussi longues. Bon, on verra, mais c'est vrai que j'avais beaucoup lu aussi les mois précédents, donc il fallait quand même vous parler de tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.